On ne vous entend pas, Hakim. Catastrophe. On vous entend, Hakim. On vous entend maintenant, Vous Hakim. m'entendez? Ça marche? Oui, voilà. oui. On vous entend, oui, d'accord. Là, je voulais un peu vous parler un peu des différents types d'exercices de la médecine. Donc, on a la médecine libérale, où un patient libéral peut décider d'exercer, soit en cabinet médical, là pour voir un peu les procédures si vous voulez, lorsqu'il y a un problème de responsabilité, la procédure, elle diffère quand on est dans le secteur privé ou dans le secteur public. Pour ce qui est du médecin, on parle du médecin libéral. Le médecin libéral, lorsqu'il décide d'exercer en cabinet médical, seul ou en groupe, ou au sein d'un établissement privé de santé. D'accord. Là, également, on a le secteur privé et le secteur public. C'est instable. Le médecin peut être salarié soit d'un établissement public, soit d'un établissement privé. Pour ce qui est du secteur public, donc il est constitué essentiellement par la médecine, ce qu'on appelle hospitalière, et là on parle de ce qu'on appelle le médecin préposé. Donc, c'est un médecin qui est salarié, on parle d'un médecin salarié. La particularité d'exercer dans ce secteur d'activité, du fait que le praticien est un agent du service public. Donc, s'il y a dans cette situation-là, c'est l'établissement qui va dédommager le patient. Par contre, lorsque le médecin exerce dans le secteur libéral, c'est-à-dire dans son propre cabinet, puisqu'il forme un contrat de soins entre lui directement et son patient, s'il y a un dommage suite à un acte médical, c'est au médecin d'endosser l'indemnisation. Pour ce qui est un mot sur le médecin préposé. On parle d'un médecin préposé, c'est un médecin qui ne travaille pas en qualité libérale. Donc, il exerce son activité sous la responsabilité d'un établissement, soit privé, soit public. Donc, c'est un salarié dans le secteur public ou privé, où il reçoit un salaire et il est rémunéré en fonction de son travail. Le médecin préposé comprend donc le médecin salarié. La spécificité, c'est que ça concerne sa responsabilité professionnelle. C'est-à-dire, c'est l'employeur qui supporte l'indemnisation. Par exemple, quand quelqu'un travaille, il est salarié dans une clinique privée, s'il y a un dommage à la suite d'un acte médical, donc c'est l'établissement privé qui va endosser l'indemnisation. Également, lorsque le médecin préposé, il travaille dans le secteur public, est un salarié du secteur public, c'est à l'administration d'endosser l'indemnisation des soins à l'occasion d'un dommage subi par le malade.
Également, il faut savoir que le médecin préposé d'un établissement privé ou public, il a ce qu'on appelle une immunité civile. Ça veut dire que c'est l'établissement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'établissement qui va réparer les dommages causés par son préposé. Maintenant, est-ce que si vous avez des questions, on va profiter du temps qui nous reste pour répondre. Comme donc là, donc vous allez me écrire vos questions, je vais essayer de vous répondre au fur et à mesure. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Docteur, s'il vous plaît. On m'entend. Pour les cas cliniques. Pour les cas cliniques. Et instable. Je vous réponds oralement. D'accord. Pour le premier cas, bon, pour ce qui est des cas cliniques, moi, ce que je voudrais, parce que je vous ai laissé sur la plateforme Moodle la boîte mail, vous pouvez m'envoyer vos réponses, je les corrige et je vous les envoie. Pardon. Pour ce qui est des cas de... Pardon. J'ai avalé de travers. Pour ce qui est des cas de l'urgence, il n'y a pas de contrat médical là. On est devant une urgence. Le médecin n'a pas à demander le consentement libre et éclairé du patient. Donc là, on est devant un cas il faut assister cette personne qui est en péril. Est-ce que le médecin peut travailler dans le secteur public et être conventionné avec un établissement? Là, ce qu'on appelle le temps complémentaire, involontairement, cependant, ça définit. Donc, je réponds d'abord à la question dans le secteur, entre secteur privé et public. Là, actuellement, le médecin ne peut pas, quand il est dans le secteur public, n'a pas le droit d'exercer dans le secteur privé. Donc, à une certaine époque, il y avait ce qu'on appelle le temps complémentaire. Et les médecins pouvaient, donc ils avaient 2 après-midi ou 2 jours par semaine, bien sûr, où ils pouvaient travailler. Pour l'instant, on n'a pas d'autorisation pour l'instant, tout est bloqué. Concernant le cours d'hier, pourquoi la faute délibérée est considérée comme une infraction? Bon, là pour la question, moi, pour le cours d'hier, je voudrais, si vous pouvez m'envoyer vos questions par mail et je vous aurai la réponse par mail. Moi, je voudrais intervenir sur le cours d'aujourd'hui.
la différence entre, on a dit une faute, la différence entre une faute à l'occasion d'un diagnostic et l'erreur. Il faut savoir, il y a une différence entre l'erreur et la faute. La faute, elle est plus grave que l'erreur. Donc, on définit la faute comme étant l'erreur que n'aurait pas commise un individu suffisamment diligent, suffisamment prévoyant que l'agent du dommage, si on les place dans les mêmes conditions. Je m'explique. C'est-à-dire, si on prend deux médecins pour un même malade, disons travaillent dans le même secteur, dans le même domaine, il y a un qui ne commet pas de faute à l'occasion, il y a un qui commet une faute à l'occasion d'un diagnostic, une faute, et l'autre fait une erreur de diagnostic. On peut faire une erreur de diagnostic, mais la faute, c'est-à-dire c'est encore plus grave. D'accord? Donc là, la différence entre une erreur de diagnostic, pourquoi? Parce qu'on dit qu'elle n'est pas sanctionnée. Parce qu'on n'a pas une obligation de parvenir au bon diagnostic. On peut se tromper, on peut faire une erreur. Mais la faute, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on prend deux médecins, un qui a un exemple, a utilisé un scanner, une IRM pour parvenir au diagnostic, l'autre, il s'est contenté d'une échographie ou d'une radio du crâne simple. Donc là, il a commis une faute. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas exploité les moyens qui sont, vous entendez pas? Les moyens qui sont mis à sa disposition. On parle d'une faute. La notion de perte de chance, ça veut dire qu'on n'a pas donné la chance. Là, si on vous entend, d'accord. La notion de perte de chance, on a ce qu'on appelle la notion de perte de chance de survie ou de guérison. Un exemple, là, un diabétique qui a une infection au niveau d'un gros orteil, le chirurgien ne le prend pas en charge correctement, il y a le pied qui s'infecte, et puis on laisse jusqu'à l'amputation, il n'y a pas une bonne prise en charge. Au lieu d'amputer le membre, il le laisse, donc à chaque fois, il diffère l'intervention et le malade risque d'y passer parce que le chirurgien ne lui a pas donné une chance de survie. Il est mort parce qu'on se dit, voilà, il a fait preuve de négligence. Maintenant, pour ce qui est notion de perte de chance de guérison, pourquoi je dis au médecin, pourquoi docteur, vous n'avez pas utilisé les moyens récents et les connaissances récentes de la médecine pour me permettre de guérir? Vous m'avez fait perdre une chance de guérison. L'indemnisation entre le médecin libéral et le médecin salarié. Voilà. Pour ce qui est du médecin libéral, le médecin libéral, il travaille à son propre compte. Le médecin libéral, il a contracté directement avec le patient. Donc, le patient, il est allé le voir, dans son cabinet. Il voulait qu'il soit son médecin traitant. D'accord. Maintenant, s'il y a à l'issue de cette prise en charge, il y a eu un préjudice, une atteinte à son intégrité physique ou psychique. C'est tout à fait normal que le médecin libéral, il va endosser l'indemnisation. Par contre, si je suis médecin salarié, soit je travaille, je perçois un salaire, je suis médecin préposé, ce qu'on appelle le médecin préposé, je suis salarié soit dans une clinique privée, donc je reçois un salaire, soit dans le secteur privé. Donc là, c'est à la clinique d'endosser l'indemnisation. Pourquoi? Parce que le malade, il est allé voir, il a contracté avec la clinique et non pas directement avec le médecin. D'accord?
Donc, quand on part dans une clinique, par exemple, on choisit telle ou telle clinique sans citer de nom, euh, euh, tel jour, je ne sais pas sur quel médecin je vais tomber. D'accord. Euh, et là, s'il y a un problème, pourquoi? Parce que je me retourne contre la clinique, parce qu'elle est responsable de son préposé, de son médecin qu'elle a engagé. Il n'avait qu'à engager des médecins compétents dans le domaine. C'est pour ça que c'est à la clinique, c'est à l'établissement privé ou public d'endosser l'indemnisation. La responsabilité sans faute. La responsabilité sans faute, ça veut dire quoi? Il y a ce qu'on appelle les aléas thérapeutiques. Les aléas thérapeutiques, c'est des accidents qui arrivent, qui sont décrits dans la littérature. C'est-à-dire, si on étudie le dossier, il n'y a aucune faute dans la démarche de diagnostic, de thérapeutique, de l'élaboration de diagnostic, comment dans la prise en charge globale du médecin. Tout est bien. Mais malheureusement, il y a eu un incident, il y a eu des complications qui sont indépendamment de l'action du médecin. J'ai cité l'exemple les infections nosocomiales. Pour ce qui est des infections nosocomiales, c'est des infections qu'on attrape en milieu hospitalier, que ce soit privé ou dans le public, dans un établissement. Là, le médecin n'a pas inoculé telle ou telle bactérie ou si on veut, tel virus à son patient. Mais c'est arrivé, ce sont des infections nosocomiales, mais qui ont été à l'origine de complications. Ils ont prolongé, par exemple, le séjour au milieu hospitalier. Le malade, il était contraint de ne pas rejoindre son poste de travail, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle la responsabilité sans faute. Donc là, sans faute. Il faut savoir en matière de responsabilité sans faute, là, il y aura une indemnisation. Mais l'indemnisation, là, l'indemnisation, elle sera endossée par les établissements. Les conditions de responsabilité. Les conditions. Bon, ici, doivent être remplies. Un dommage d'une extrême gravité. D'accord? Donc, ici, dans certains, il faut savoir que le médecin, ce n'est pas l'ennemi du malade. D'accord? On parle de responsabilité sans faute. Exemple, il y a eu un dommage d'une extrême gravité. On ne va pas dire que le médecin il est fou, il a causé des dommages importants. La réalisation d'un risque exceptionnel méconnu, c'est-à-dire il y a un risque qui est très exceptionnel, c'est-à-dire vous savez, l'acte médical, il n'y a pas un acte médical sans risque. Le risque zéro n'existe pas. Donc, même quand il y a un risque décrit, mais qui est rare, exceptionnel, et il tombe sur vous ou sur un patient, là, c'est considéré comme une responsabilité sans faute. Un risque sans rapport avec les prédispositions du patient, c'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'il est diabétique, hypertendu, qu'il y a eu des complications. C'est-à-dire, indépendamment de son état antérieur, ni de l'évolution prévisible de la maladie. Normalement, moi, je dis que la guérison, la sortie de la clinique ou de l'hôpital, elle est prévue dans les 2-3 jours. Maintenant, on a prolongé le séjour, il y a eu des imprévus, il y a eu des complications, mais ce n'est pas par rapport à l'acte médical. Ici, en matière de responsabilité sans faute, le malade, n'a pas à apporter la preuve de la faute, puisqu'on est devant un dommage qui est d'une extrême gravité. La charge de la preuve de la délivrance. En matière de responsabilité civile, contractuelle, parce que si le malade dépose plainte contre son médecin, c'est à lui d'apporter la preuve qu'il y a eu faute, un dommage et un lien de causalité. D'accord? La preuve de la délivrance, la preuve de la délivrance de l'information. Voilà. Mais non, il peut يكتبوا لي يسمعوني بصح يكتبوا. قال لي ما كانش haut-parleur. Là, pour revenir,
Voilà. Hakim, on vous entend. On va reprendre les conversations. Très bien. Maintenant, vous m'entendez. D'accord. Oui, le son. Donc, pour les questions, vous savez, la connexion, elle est très instable. Hein. Qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure? Dans les validités du contrat, je n'ai pas bien simulé la différence entre l'objet et la cause. Pour ce qui est du contrat, le contrat médical, d'accord? On avait dit que le contrat médical est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'engagent entre une ou d'autres à faire ou à ne pas faire des choses. D'accord? Là, pour ce qui est l'objet du contrat. On a dit que les conditions de validité du contrat, il faut que l'objet soit certain. D'accord, on a dit que l'objet du contrat doit être certain et licite. C'est-à-dire, qu'est-ce qui pousse le patient à contracter avec le médecin? Et la cause de ce contrat, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que, pourquoi je t'accepte, c'est parce que le malade a une pathologie. Donc, entre le malade et son médecin, j'ai dit tout à l'heure, pour que le médecin accepte de soigner son patient, il faut qu'il y ait une cause. La cause qu'on recherche ici, c'est la maladie, l'état de patient. D'accord. Maintenant, l'objet, c'est la prise en charge. Qu'est-ce qu'il attend le malade de nous? Je n'ai pas assimilé entre l'objet. C'est-à-dire, pourquoi le malade va voir le médecin? D'accord. Parce que l'objet, c'est quoi? Le but poursuivi, c'est quoi? C'est de lui prodiguer des soins. On ne va pas faire de la sorcellerie, c'est des soins. La cause, c'est quoi? Parce que vous êtes malade. Le sujet, il est malade. C'est pour cette raison qu'il y a la validité du contrat entre l'objet du contrat, c'est-à-dire prodiguer des soins, la cause, la maladie. La preuve de la délivrance de l'information. La preuve, donc là, on peut apporter la preuve qu'on a délivré l'information. Vous savez, dans certains domaines, on demande aux patients de signer ce qu'on appelle des décharges. D'accord? Un accord écrit dans lequel le médecin explique clairement la pathologie, quelles sont les complications, en quoi consiste la prise en charge. Donc, dans un rapport très détaillé, et il donne ce document-là écrit à son malade. Il lui demande de prendre le temps nécessaire de le lire, de le faire lire par un autre professionnel de santé, afin que l'information soit claire et compréhensible par la personne ou son entourage. Ça, c'est le médecin peut apporter la preuve de l'information. Comme quoi, on a donné l'information au malade. Donc, on peut apporter la preuve, le médecin apporte la preuve et donc par la délivrance de ce document-là,
que le malade signe en disant « J'atteste avoir pris connaissance de toutes les informations concernant l'acte médical et ma pathologie et que je suis consentant. » Vous savez, en matière d'intervention, l'exemple que je vais donner de l'ophtalmologie. Vous savez, on peut opérer un œil, mais il y a des risques. Donc, exemple, je prends l'exemple de la cataracte ou d'un glaucome. L'ophtalmologiste va établir un document dans lequel il explique, bien sûr, pas trop dans le détail, comme on a dit tout à l'heure, l'information doit être adaptée et synthétique. Donc, synthétiser l'information, il ne faut pas qu'elle soit détaillée au patient. Et il lui explique quels sont les risques s'il refuse de se faire opérer, quels sont les risques d'une et de deux. Et là, le patient, il aura tout le temps, on lui remet le document et à lui de voir et de prendre le temps nécessaire et de prendre le temps nécessaire pour réfléchir. Et on lui explique quels sont les risques de l'intervention et il peut y avoir des complications. Donc ça, c'est une preuve de l'information. La traçabilité, donc dans le dossier médical, le médecin doit mentionner que l'information a été délivrée, à qui, à quelle date, ainsi que les difficultés éventuellement rencontrées lors de leur délivrance. Donc tout ça, on peut le mettre dans un dossier médical et on a la preuve de la délivrance de l'information. Est-ce qu'il y a des questions? Là, il nous reste 7 à 8 minutes. S'il y a d'autres questions. Est-ce qu'il y a des cas qu'on puisse cacher n'importe? Bon, pour ce qui est de l'information, bon, on dit que le médecin doit tout dire. Si on se réfère au secret professionnel, le médecin doit partager toutes les informations concernant son patient afin qu'il puisse obtenir un consentement libre et éclairé. Bien sûr, on a parlé de l'information. Elle doit être adaptée en fonction de la personnalité du patient, etc., etc. À défaut, si le patient n'est pas apte à recevoir l'information, on peut demander qu'il soit accompagné par une tierce personne, ce qu'on appelle la personne de confiance qui est choisie par le malade. C'est donc une personne qui appartient à son entourage. Ça, c'est d'une façon générale. Maintenant, il y a des cas où on peut cacher l'information, pas toute l'information, une partie de l'information. Ça, c'est on dit que le médecin, par humanisme, on peut cacher au patient, par exemple, qu'il a un diagnostic d'une maladie fatale qui va l'emporter, etc. On ne va pas lui dire, écoutez, vous allez mourir dans un mois ou dans 6 mois, etc. et tout. D'accord. Donc là, on peut cacher lorsque on sent on pense que le diagnostic et un pronostic engagé du patient, on peut lui cacher une partie de l'information, pas toute l'information. D'accord. Donc c'est juste par humanisme. Oui, j'attends encore s'il y a des questions. Donner un faux espoir à un patient condamné, est-ce que c'est une... Non, non. Donner de faux espoirs, ça veut dire quoi? Qui va guérir? Non, c'est pas une faute.
c'est pas une faute médicale, donner de l'espoir. Quelqu'un qui est condamné, qui a une maladie liée au stade de métastase, etc. et tout, bon, c'est par humanisme. Le médecin va essayer de lui dire, voilà, on va espérer, probablement, ça va, ça va partir, vous allez guérir, etc. Mais bon, je ne pense pas que c'est une faute médicale, hein. Non, pas du tout. Mais une autre question, si vous en avez. S'il y a des questions, il ne nous reste pas beaucoup de temps, hein. En ce qui concerne les lois et les textes, ils sont... Ah, vous posez une question pour l'examen. C'est à connaître, par exemple, la Convention d'Oviedo, les droits de l'homme, c'est à connaître, ça fait partie de la culture médicale. Bon, apprendre pour l'examen, je ne sais pas, mais à connaître. Pour les bases juridiques de la responsabilité, euh, pardon, apprendre les textes des articles. Oh non, 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 apprendre les textes, non, c'est à connaître. C'est à connaître. Bon, que c'est le code de déontologie, le code de la loi de santé, le code pénal parle de la faute médicale, de la responsabilité. Donc, à connaître, non. D'autres questions sur le cours? Oui, c'est la même question. Merci. Bon, maintenant, pour ce qui est, je répète, pour ce qui est les deux cas cliniques, vous pouvez, vous avez l'adresse mail sur la plateforme de Moodle, donc vous pouvez répondre, me répondre au réseau dans les cas cliniques, vous me les envoyez. J'essaierai de vous donner les bonnes réponses au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a plus de questions dans le groupe là? Merci, merci. Bon, s'il n'y a plus de cours, s'il n'y a plus de questions, pardon, je vous remercie pour votre patience, pour votre attention. Bon, on se reverra à la rentrée, Inch'Allah, si tout va bien. D'accord? Allez, au revoir. Merci à vous. Merci.